Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui la thématique de la vidéo ça va être le window dressing. Alors c'est une expression, une terminologie anglophone utilisée dans le milieu financier. Donc on va regarder déjà de quoi il s'agit et en quoi ça peut impacter bien évidemment les traders ou investisseurs. Donc avant de commencer, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on regarde ça tout de suite. Alors, donc avant de commencer, on va regarder qu'est-ce que c'est le window dressing. Alors, bien évidemment, c'est une expression anglophone pour signifier quelque chose, mais on ne fait pas la traduction littéraire ou la traduction au sens propre en français, parce que sinon ça veut dire habillage des fenêtres. Donc, on va pas donner vraiment, ça veut pas dire ça. Mais en fait, l'idée, c'est l'idée d'embellir quelque chose. Et ici, en fait, l'idée, c'est d'embellir les performances. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le window dressing, c'est une stratégie utilisée par les fonds mutuels et les gestionnaires de portefeuille. C'est une stratégie utilisée à la fin de l'année, donc là nous sommes en plein mois de décembre, donc c'est quand même une date assez importante. On est aussi fin de trimestre et aussi fin d'année. Et en fait c'est une stratégie utilisée en fin d'année ou à chaque fin de trimestre pour améliorer l'apparence de la performance d'un fonds avant de le présenter à ses clients ou à ses actionnaires. Donc bien évidemment, il faut savoir que justement les gestionnaires de portefeuille ou les fonds mutuels ont l'obligation bien évidemment de faire une présentation à leurs clients et expliquer la performance qu'ils ont fait parce qu'on leur donne de l'argent, donc il y a une obligation bien évidemment derrière tout ça, une responsabilité en quelque sorte. Donc est-ce que c'est illégal? Alors oui, ça peut paraître un petit peu illégal dans le sens où on va embellir un portefeuille qui en fait n'est pas forcément le résultat de la performance annuelle. On va faire genre notre portefeuille comprend des positions assez top, alors que finalement au courant de l'année on n'avait pas ces positions-là. Donc c'est vraiment quelque chose, bon, c'est pas tous les clients qui sont au courant de ça, mais ça peut effectivement au sens éthique, c'est pas très éthique, mais ça reste quand même assez c'est pas illégal comme il est dit ici, mais bon, voilà, ceux qui justement appliquent ce genre de choses, c'est pas très éthique non plus parce qu'on est en quelque sorte en train de fausser ou vraiment de faire croire à quelqu'un qu'on détenait ce titre-là au long de l'année et que là actuellement la performance du fonds actuellement dépend justement de ces positions-là alors qu'on ne les avait pas forcément au cours de l'année. Donc non, c'est pas forcément très éthique, mais ce n'est pas illégal. Alors, pour être plus clair, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand justement les gestionnaires de portefeuille achètent des actions qui ont surperformé juste avant la fin du trimestre ou bien évidemment de l'année en quelque sorte. Donc comme ça, en fait, ça paraît bien, ça paraît joli dans le portefeuille, ça rassure en quelque sorte les clients, mais on n'avait pas forcément justement ces actions-là durant tout le trimestre. On les a achetées vraiment à la fin du trimestre pour faire paraître qu'on détient des stocks ayant des bonnes performances. Donc voilà, donc ça c'est vraiment qu'est-ce que c'est en quelque sorte. Donc d'ailleurs, justement dans cet article, il a fait une recherche assez intéressante, donc juste pour information, c'est Schaeffer's Investment Research, donc c'est très intéressant comme site, il y a beaucoup de recherches quand même très analytiques, basées sur beaucoup de data, donc je vous conseille d'aller voir, c'est un quantitative analyse justement et ils font quand même des recherches assez intéressantes. Donc là en fait ça date de l'article, juste pour information, daté du 16 septembre, donc en fait c'était vraiment 2 semaines avant la fin du trimestre numéro 3 et donc voilà. Donc là en fait sur quoi il a basé sa recherche, donc il est allé faire un backtesting depuis 2013 en utilisant donc les actions du S&P 500. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi donc les 50 meilleures et les 50 pires performances à travers les 6 derniers mois. Donc il est d'une part allé chercher donc les 50 meilleures performances et les 50 pires performances à travers les 6 mois. Et en fait, à travers justement de cette recherche-là, il a regardé sous les 2 dernières semaines avant le trimestre comment ça performait. Et donc là, on voit dans le premier tableau, c'est ça qu'il a fait. Donc je rappelle, il est allé chercher donc les 50 meilleures performances et les 50 pires performances à travers les 6 derniers mois à chaque fois. Et en prenant justement ces actions-là, il regardait à chaque fois
commence à se passer les 2 dernières semaines avant chaque trimestre. Donc là, on a un premier tableau et en fait, le window dressing, ça ne s'applique pas tout le temps, mais là, par exemple, au quarter 2 et quarter 3, ça s'est très bien appliqué dans le sens où, vous voyez, donc là, vous avez la performance justement des meilleures actions qui ont performé sous les 6 derniers mois ou les pires actions qui ont performé sous les 6 derniers mois. Et il a fait, justement, il est allé analyser la performance justement de ces actions-là, basées sur 6 mois, quelles étaient leurs performances les 2 dernières semaines qui précèdent la fin du trimestre. Donc là, on peut voir que justement à travers le trimestre numéro 2 et trimestre numéro 3, là on peut voir que ça suit en quelque sorte la bonne analytique. Donc là, c'est là où on dit que la théorie du window dressing s'applique. Donc là, vous pouvez voir que justement, best performer pour le trimestre 2 et trimestre 3 à travers, backtesté depuis 2013. Donc là, on est au trimestre 4, hein, on n'est pas au trimestre 2 ou au trimestre 3. Là, actuellement, on est donc le 22 décembre, on est au trimestre 4. Et donc là, si vous regardez... voilà. Donc là, on voit que normalement, les best performers sous les 6 derniers mois par rapport au trimestre 2 et trimestre 3, généralement, donnent des performances meilleures que les pires performeurs, justement, durant les 6 derniers mois pour les 2 dernières semaines qui précèdent le trimestre. Donc là, en fait, pour le trimestre 2 et 3, généralement, d'une manière statistique, ça s'applique. Ça veut dire que le window dressing s'applique. Cependant, pour le trimestre 4, on voit que ceux qui ont performé le pire sous les 6 derniers mois, les 2 dernières semaines sont ceux qui superforment. Vous pouvez voir le trimestre 1 et trimestre 2. Généralement, ceux qui ont vraiment performé le pire sous les 6 derniers mois sont ceux qui superforment en quelque sorte les meilleurs performeurs les 2 dernières semaines qui précèdent en fait le trimestre. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu, vous savez, on a eu beaucoup de rotations, par exemple au cours justement du trimestre numéro 4, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on a eu beaucoup de rotations, notamment vraiment une performance assez impressionnante sur les small caps, aussi sur l'énergie, sur le secteur financier. D'ailleurs, on va regarder tout ça. Donc là, vous savez que bien évidemment, le secteur tech, c'est vraiment le secteur qui a outperformé vraiment vraiment tout le long de l'année et puis aussi sous les 6 derniers mois. Mais par contre, vous pouvez voir ici, par exemple, le secteur financier. Vous pouvez voir que effectivement, comme c'est ceux qui ont sous-performé le secteur technologique, en fait au trimestre 3, au trimestre 4, donc là on est vraiment à la fin du trimestre 4, donc vous voyez novembre, décembre, en fait eux ils sous-performent en quelque sorte les autres secteurs qui ont surperformé le long des 6 trimestres précédents. Donc on avait le secteur financier, on avait aussi les small caps aussi, par exemple. Donc oui, ça rejoint un petit peu ce qui est dit effectivement dans ce tableau-là. Et en fait, il y a aussi, donc là, celui-là, en fait, ça résume en fait la rotation qu'on a eue au niveau sectoriel aussi. Et là, le second tableau, ça applique en fait le pourcentage qui bat le S&P 500 durant les 2 dernières semaines du trimestre. Donc tout ça, c'est basé sur une recherche à chaque fois sur les 6 mois qui précèdent. Donc en fait, on va aller chercher les top performers, les best performers et les worst performers, donc les pires, sous les 6 derniers mois, et on va regarder en fait sous les 2 dernières semaines avant le trimestre comment ils performent. Et là, on peut voir effectivement que c'est pareil. En fait, vous voyez que le quarter 2 et le quarter 3 sont des trimestres où les best performers superforment en quelque sorte encore mieux les 2 dernières semaines de la fin du trimestre. Et en l'occurrence, de l'autre côté, nous avons au trimestre 1 et au trimestre 4 ceux qui ont eu les pires performances depuis les 6 derniers mois, qui superforment en quelque sorte ceux qui ont eu les meilleures performances. Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant comme recherche. Donc là après, là il avait fait sa petite recherche des window dressing stock to buy. Donc en fait là il avait fait sa propre recherche, par exemple
donc basé sur effectivement le window dressing theory. Notre but est d'obtenir en fait in front of the big money, c'est-à-dire essayer de faire, comment dire, de le faire avant que les portefeuilles, les gestionnaires de portefeuille font justement le window dressing. Donc acheter ceux qui ont surperformé et vendre ceux qui ont sous-performé. Et là, en fait, il a fait sa petite analyse, ça date du mois de septembre, mais il avait fait son analyse sur les justement les actions qui avaient le plus de performance sous les 6 derniers mois. Donc comme c'est au trimestre 3, généralement au trimestre 3, on sait que la théorie du window dressing s'applique très bien. Donc en fait, il est allé acheter effectivement les actions, ces actions-là, et vendre ces actions-là. Donc c'est quand même assez intéressant à noter, justement, même moi là j'ai appris beaucoup justement en faisant la recherche sur cette vidéo, et je trouve que c'est bien aussi pour pouvoir appliquer à chaque fin de trimestre, en dehors en plus du quadruple witching on a ça, donc je trouve que c'est quand même assez intéressant à savoir. D'ailleurs, dernière petite chose, au niveau de Apple, j'en avais parlé à quelques reprises, nous avons Apple Institutional Ownership, et en fait, justement là vous pouvez voir ici, vous pouvez voir, oups, les pubs arrivent, bien évidemment. Elles arrivent toujours, return to page, voilà. Donc là, on peut voir, vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est qu'au Q4, par rapport au trimestre précédent, on a eu au Q4, pardon, un niveau d'achat d'actions Apple incroyable. Alors, c'est certainement déjà, bien évidemment, du réajustement de portefeuille, mais je pense qu'il y a du window dressing là-dedans, parce que Apple était quand même, est quand même une action, c'est la plus grosse capitalisation boursière au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, donc c'est quelque chose à avoir dans le portefeuille, et je pense qu'il y a beaucoup justement de fonds qui se sont jetés dessus pour acheter sur le Q4, ils se sont dit, ok, il faut qu'on ait du Apple, et en fait, je pense qu'il y a eu du window dressing là-dedans, à mon avis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.